Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La prolongation de l'état d'urgence a été votée aujourd'hui par les députés français. Ce projet de loi prévoit notamment l'élargissement des assignations à résidence, les perquisitions, mais également la dissolution de groupes radicaux chapeautant des mosquées et des lieux de prière extrémistes. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé également la création d'une nouvelle structure pour jeunes radicalisés. Il faut savoir qu'on compte aujourd'hui 3800 personnes radicalisées en France. L'islam radical est-il fortement implanté aujourd'hui en France? Les autorités ont-elles laissé faire? Comment lutter aujourd'hui? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Ce sont des élus, ce sont des représentants de la communauté musulmane et des journalistes. Philippe Doucet, bonsoir. Vous êtes député socialiste du Val d'Oise de la 5e circonscription, ancien maire d'Argenteuil, c'est entre 2008 et 2014, membre de la commission des lois et responsable de la laïcité au Parti socialiste. Nabil El-Nasri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du collectif des musulmans de France, auteur des 7 défis capitaux, et c'est à destination de la communauté musulmane. Lachtamzi Brez, bonsoir. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes vice-président de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Et on attend d'une minute à l'autre Jean-Sébastien Ferjou, qui est le conseiller spécial de président de l'UOIF. D'accord, conseiller spécial du président de l'OIF. Voilà. Et on attend, il est là, vous pouvez venir, Jean-Sébastien Ferjou, merci d'être avec nous, directeur et cofondateur du site Atlantico, merci d'être avec nous. Avant de commencer ce débat, eh bien, on écoute tout de suite le Premier ministre français, Manuel Valls, c'était hier à l'Assemblée nationale. Dans nos quartiers populaires, et nous l'avions dit il y a quelques mois, en janvier, après les attentats de Charlie, il y a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de jeunes qui, comme dans le monde, sont attirés par le djihadisme, par l'islamisme radical, par cette idéologie totalitaire. Oui, nous devons le combattre en prison, parce que c'est là où il y a bien sûr ces processus de radicalisation. Sur Internet, nous avons avancé beaucoup déjà sur ce sujet-là, mais il faudra sans aucun doute aller plus loin. Dans les mosquées, en fermant mosquées et associations, et dans le texte de loi que je présenterai demain, il y a un outil qui est intégré pour aller plus vite et pour être plus efficace dans la dissolution de ces associations. Oui, nous avons un ennemi, et il faut le nommer, c'est l'islamisme radical. Et un des éléments de l'islamisme radical, c'est le salafisme. Lachtamzi Brez, vous avez condamné l'UOIF, ces attentats. Aujourd'hui, Manuel Valls propose de fermer, enfin pas propose, dit qu'il va fermer les mosquées où il y a des prêches, où l'islam radical est prêché. Vous soutenez cette décision du Premier ministre français? Moi, je dis, il faut vraiment pas punir tout le monde. Parce que fermer une mosquée où il y a un imam qui détient un discours radical, je crois que ce serait injuste. Donc la loi, le droit, la justice, ils peuvent vraiment interpeller cet imam. Et puis s'il agit hors la loi, il peut être vraiment condamné. Mais pourquoi condamner avec lui l'ensemble des fidèles? Donc c'est beaucoup de fidèles ne sont pas d'accord avec l'imam qui détient un discours radical. Donc, s'il y a des imams ce que vous dites, c'est qu'il faut laisser la mosquée ouverte, mais les imams qui ont des prêches radicaux, eux, il faut les expulser. Je pense notamment à l'imam de Brest. Un imam radical, parce que vraiment, un imam, moi, je préfère l'imam qui agit hors la loi. Parce que c'est là où le terme est très précis. Parce que quand on dit extrémiste, quand on dit radical, quelles sont les mesures pour connaître? Donc Alors je donne une mesure, par exemple, une mesure. Mais je vais vous dire comment nous, les musulmans, comment on détermine un imam radical. Quand il incite les fidèles à se dresser contre les lois de la République, et quand il incite à la haine raciale. Pour nous, c'est un imam radical. J'ai une question à vous poser. La justice, il doit interpeller cet imam. Et je crois la mesure de la police, la justice dans notre pays, elle est capable de mettre des présidents et des ministres dans les prisons. Un mot justement sur l'imam de la mosquée de Brest. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Il dit à des enfants, si vous écoutez de la musique, vous allez être transformés en porc. Alors évidemment, on ne va pas diffuser ça, mais tout téléspectateur peut aller voir ça sur Internet. Est-ce
Est-ce que l'imam de la mosquée de Brest doit être expulsé du territoire français pour dire ça à des jeunes enfants qui ont 4-5 ans? Moi, de dire si ça doit être expulsé ou non. Parce que nous avons l'injustice et nous avons la confiance à la justice de notre pays. Mais il n'a pas raison de dire ça. Il est en porte-à-faux par rapport à la religion musulmane. Il raconte des aberrations. Mais après, c'est la justice qui va dire est-ce qu'il va être expulsé ou non. Philippe Doucet, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aujourd'hui des pouvoirs publics qui ont laissé finalement prospérer l'islam radical en France? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a une centaine de mosquées aujourd'hui radicales, on le savait déjà il y a bien longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire? Pourquoi les pouvoirs publics ont-ils laissé faire? Parce que traiter un sujet religieux, c'est pas simple. Parce que si on traite le radicalisme sur une religion, il faut le traiter sur l'ensemble des religions, et que la religion est aussi protégée par la Constitution, y compris par la loi de 1905. Donc, y compris la difficulté, c'est que dans une mosquée, notamment les grandes mosquées, vous pouvez avoir un fidèle qui respecte la loi. Vous pouvez même, il y a plusieurs imams bien souvent, donc vous pouvez avoir un imam qui respecte la loi, un autre qui peut être plus limite, on va dire, et un autre fidèle qui, à côté du même fidèle, va être, lui, sur des logiques plus extrémistes. Donc, c'est finalement, vu de l'extérieur, ça apparaît pas nuancé, mais quand les gens sont dedans, c'est plus nuancé que ça. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que on a un islam en France, et comment on passe d'un islam en France à un islam de France. Et ça fait des années qu'on a ce débat-là dans les précédents gouvernements. Aujourd'hui, sur comment on avance pour avoir un islam de France, y compris dans ces imams qui peuvent poser un certain nombre de difficultés. Eh bien, on accepte dans ce pays des imams qui ne sont pas français, on accepte des imams qui ne parlent pas le français. Et ça, vous dites, c'est inacceptable? Je pense qu'il faut qu'on ait un islam de France. Par exemple, quand j'étais maire d'Argenteuil, je recevais une lettre de l'ambassade de Turquie m'informant et en respectant la règle de la République qu'un imam arrivait dans la mosquée des Turcs financée par l'État turc. Bien, c'est le respect de la loi, c'est le respect des accords internationaux. Je ne suis pas sûr que dans ce que doit être la République aujourd'hui, ça soit quelque chose qu'on doit accepter. Mais ça veut dire qu'il faut aussi se donner les moyens de se dire qu'on demande que les mosquées en France soient financées par des fonds des fidèles français et pas par des fonds internationaux. Mais ça, si on le fait pour l'islam... Oui, mais ça fait longtemps qu'on le dit. On le dit de la mosquée de Paris qui est financée par l'Algérie. Oui, mais sauf que... Oui, mais les choses sont pas simples parce qu'on a des accords, y compris des relations avec l'État du Maroc, avec l'État d'Algérie. On a des relations diplomatiques. Il y a un aspect diplomatique aussi qui joue aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est l'ensemble de tout ça. On doit remettre ça à jour. Et donc, du coup, ça veut dire aussi se dire que on doit reparler de laïcité, mais sans être dans la stigmatisation. On doit sans être dans l'amalgame. Et ça, c'est compliqué parce qu'on doit pouvoir poser les choses sereinement, avec force, sans être dans la discrimination, dans la stigmatisation. Et ça, c'est pas si simple dans la société française. Mais Jean-Sébastien Ferjou va vous dire qu'on se cache derrière le mot stigmatisation. Non, parce que je suis sûr qu'il va nous parler de l'étude de l'Institut Montaigne, où il y a une étude sur la discrimination religieuse concernant Mohamed, qui est extrêmement importante et qui n'a pas... je suis pas sûr qu'il y ait eu 4 pages sur le site Atlantico sur cette très belle étude de l'Institut Montaigne qui montre qu'il y a une discrimination sur des facteurs religieux dans ce pays. Et c'est aussi une réalité. Donc si on veut parler fort... Que ce soit une réalité qu'on n'en ait pas parlé, non, je vous garantis qu'on en a parlé, parce que oui, il existe des discriminations en France, oui, il est important de les comprendre, mais il ne faut pas non plus tout mélanger, parce qu'il y a des discriminations qui sont liées au quartier dans lequel vous habitez, et effectivement, vous pouvez cumuler les difficultés, oui, mais il faut ne pas se cacher derrière son petit doigt, pour reprendre l'expression de Vanessa, il est aussi rationnel parfois du point de vue d'un employeur. Si vous savez que quelqu'un qui est originaire d'un quartier qui ne joue pas la règle du code social normal, si vous voulez qu'il soit vendeur, si vous voulez qu'il soit serveur dans un restaurant, qui ne parle pas français, qui ne s'exprime pas correctement vis-à-vis du public auquel il serait amené à aller, oui, l'employeur, il regarde le CV et effectivement... Mais après, là où vous avez raison, effectivement, c'est que sur des ingénieurs, il est plus facile d'aller travailler à Londres quand on porte un nom d'origine étrangère et détrompez-vous, je ne sais pas quelle image vous avez d'Atlantico, mais au contraire, je pense qu'il faut toujours regarder les choses... Les américains m'ont interpellé dans cette étude. Moi, je voudrais qu'on revienne et je vais reposer la question, Jean-Sébastien Ferjou, et ensuite à Amina Street, je vous donnerai la parole. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une responsabilité des pouvoirs publics, justement, sur l'implantation, parce que là, on n'est même plus sur l'idée de la montée de l'islam radical en France, on est sur l'idée de l'implantation de l'islam radical en France. Mais oui, et en même temps, c'est une réalité extrêmement complexe. Je pense que la société française a un problème parce qu'elle n'a pas les outils
culturels ou même les outils politiques pour gérer l'islam. On peut toujours raisonner sur le fait qu'une religion est équivalente à une autre. Ça n'est pas le cas pour des raisons théologiques. Il se trouve que le christianisme est une orthodoxie. Ce qui compte, c'est que vous soyez un bon croyant. C'est finalement dans le rapport que vous avez avec Dieu. L'islam ou le judaïsme, d'ailleurs, sont plutôt des orthopraxies, donc qui sont plus dans l'observance. Alors évidemment, ce n'est pas une réalité en noir ou blanc, où dans un cas, il ne s'agirait que de la sincérité entre vous et Dieu, dans l'autre, que de respecter des règles. Évidemment que c'est plus complexe que ça, mais ça n'empêche pas que pour être un bon musulman ou si vous êtes un juif ultra-orthodoxe, vous devez respecter un certain nombre de choses. Et la laïcité à la française, c'est une laïcité qui a oublié qu'elle était un concept profondément chrétien. Ce n'est pas un concept politique, c'est un concept qui est avant tout un concept chrétien, parce que la séparation entre l'Église et l'État, c'est un concept chrétien. Donc après, je vais vous dire, soit on décide qu'on est totalement laïque, et auquel cas on dit aux musulmans, on est désolé, mais vous savez quoi, l'islam, il ne pourra jamais s'acclimater en France. Ou alors vous décidez de devenir vous autre chose, mais c'est un peu difficile de le faire à leur place, parce que c'est quand même extrêmement condescendant, ou je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, ou impérialiste, ou acculturant, enfin tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc il doit y avoir une part de travail de l'islam qui doit décider si oui ou non il respecte un certain nombre de valeurs de la société française. Et il doit y avoir une part de travail de la société française sur elle-même pour dire là, il se trouve que ça n'est pas comme les religions précédentes. On a oublié d'ailleurs que la loi de 1905, accessoirement, on vous dit maintenant que c'était juste pour régler les cas de religion. Non, c'était pour régler le conflit entre la monarchie et la République. Il se trouve qu'à l'époque, les catholiques et les prêtres étaient plutôt monarchistes et que les républicains, leurs soldats, c'était l'instituteur. Et le conflit, il était là aussi. Donc ne rejoignons pas maintenant des conflits qui n'existent plus, parce que de toute façon, la situation est différente. Et après Charlie Hebdo, je le disais déjà, et je pense que M. Doucet en sait quelque chose pour avoir été maire d'une commune de banlieue, avec un certain nombre d'étrangers sur sa commune. La loi de 1905, elle ne vous permet pas de gérer concrètement l'implantation d'une mosquée. Elle ne le permet pas. Donc est-ce qu'on veut qu'il y ait des lieux de culte décents en France? Auquel cas, revenons sur la loi de 1905. Et quand je vous dis ça, il ne s'agit évidemment pas d'aller vers des accommodements ou des... Là, le problème, c'est que comme on n'a pas les outils intellectuels, on est dans tous les renoncements, dans toutes les lâchetés, parce qu'on laisse faire à défaut d'avoir les outils. On peut tenir la loi de 1905. Elle permet d'avoir les outils pour peu, évidemment. Renoncer, je dis qu'il faut la faire parce que moi, évoluer. Je pense que cette loi de 1905, elle a traversé 2 guerres, X régimes politiques, et que c'est une loi qui permet à la fois d'avoir une logique d'émancipation à partir de Voltaire, la Révolution française apporte cette dimension-là et apporte le libre exercice des cultes et la garantie. Mais le paradoxe, c'est que c'est aussi une loi d'inspiration profondément chrétienne. Oui, mais derrière, après, aujourd'hui, on peut aussi avoir une application sur l'islam, même si l'islam, c'est évidemment, il va y avoir du frottement, et il y a du frottement entre l'islam et la société française, des deux côtés. Nabil El-Nasri n'a pas parlé encore. Il faut que, sur ce frottement, eh bien, effectivement, là où je partage votre avis, il faut qu'on se donne les outils, il faut déjà qu'on en parle, mais qu'on en parle sereinement, se dire les choses, en ne mettant pas... Toujours parler sereinement. En mettant pas l'ensemble des musulmans français qui pratiquent tranquillement leur religion, même si c'est de l'orthodoxie. Allez, les présidents du collectif des musulmans de France, et on veut avoir sa réaction. Ils sont hors de la République. Très bien. Alors, je pense qu'il faut avoir plusieurs niveaux dans le débat. La première des choses, c'est qu'effectivement, vous avez une radicalisation. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais vous avez effectivement plusieurs milliers de personnes qui seraient tentées de partir directement en Irak ou en Syrie, ou qui seraient tout simplement en accord avec la rhétorique de Daesh. Ça, c'est effectivement un fait. Maintenant, le souci aujourd'hui, d'après ce qu'on vient d'écouter, notamment de la part du Premier ministre, c'est de dire, par exemple, que les mosquées seraient ciblées, qu'il y aurait 80 à 100 mosquées en France qui seraient, soi-disant, d'obédience radicale. Ce qui est d'une certaine manière non seulement une faute, voire une aberration. Tout le monde sait que depuis 1995, et a fortiori depuis le 11 septembre 2001, et davantage depuis les attentats de janvier, vous n'avez pas une mosquée en France qui n'est pas directement ou indirectement surveillée, soit par les autorités, mais les renseignements généraux font leur travail, et ça c'est su de toute la communauté musulmane, soit par les autorités de tutelle. Je rappelle que les autorités parlent d'Islam de France, mais vous avez une bonne partie des mosquées de France qui font tout simplement allégeance à des États étrangers. Donc vous avez une tutelle d'États étrangers qui contrôle. Et vous dénoncez ça? Et c'est également, j'y arrive, on va y arriver, et également c'est presque faire une insulte finalement aux fidèles, qui seraient comme ça en train d'écouter des discours radicaux qui prêcheraient la haine, et qui se tairaient, qui chaque vendredi iraient écouter comme ça proprement un discours qui prêche la haine. Mais c'est pas ce qui se passe dans certaines mosquées? Mais non, puisque la radicalisation, quand vous prenez ce que dit David Thompson, quand vous prenez un certain nombre d'intellectuels, de gens qui ont étudié la question, Mohamed Ali Draoui, toutes ces personnalités, ces universitaires qui ont fait des études, disent que la radicalisation se fait essentiellement sur Internet. Et j'en veux pour preuve, évidemment, les rapports qui ont été dits, et mieux que ça, vous avez les mosquées, les imams qui sont les principaux remparts idéologiques au sectarisme de Daesh. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui, qui font
un blocus, si vous voulez, idéologique entre l'idéologie sectaire de Daesh et les fidèles, c'est les imams. Raison pour laquelle vous avez un certain nombre d'imams qui sont menacés de mort. J'ai participé à Savigny-le-Temple, en banlieue parisienne, il y a 3 semaines, à une journée anti-Daesh. L'imam a témoigné, on a entendu le fait qu'il était menacé de mort par des gens qui lui disaient « on ne peut pas entrer dans ta mosquée, on ne peut pas parler aux fidèles parce que tu es toi celui qui nous empêche d'entrer dans cette mosquée ». Donc il faut évidemment Mais par contre, un travail sécuritaire. Est-ce que vous êtes pour l'expulsion, justement, par exemple, de cet imam de Brest? Non, mais pardonnez-moi, parce que c'est quand même très choquant. Vous l'avez vu sans doute comme moi sur les réseaux sociaux. Oui. Où je pense au salon de la femme musulmane, on va en reparler tout à l'heure, où ce prédicateur, l'imam de la mosquée du Bourget, qui dit une épouse ne doit pas sortir sans son mari et celle qui se refusera à lui sera maudite. Est-ce que des discours comme ça, est-ce que c'est tolérable en France? Est-ce que vous les condamnez? Vous dites c'est intolérable. Avant de condamner quoi que ce soit, on condamne des idées d'une part et pas des personnes. Deuxième des choses, jusqu'à preuve du contraire, l'imam de Brest, Rachid Abou Hudayfa, qui est depuis des années l'imam de cette ville-là, les autorités font leur travail. Ces propos ne tombent pas sous le coup de la loi. Alors effectivement, comme l'a très bien dit monsieur de l'UEIF, c'est une aberration et vous avez, par rapport à certains propos qu'il a pu avoir, notamment par rapport à la musique, et on est les premiers, on n'a même pas attendu qu'il ait ces propos pour tout simplement avoir à l'intérieur de la communauté un discours qui évidemment fasse preuve de respect, mais qui est foncièrement contre certaines de ses positions. Mais jusqu'à preuve du contraire, il fait tout simplement l'exercice de la liberté d'expression, il n'a pas été accusé. Il n'y a pas eu de plainte contre lui. Et tout simplement, si les autorités avaient le moindre début de preuve pour pouvoir tout simplement le mettre en quarantaine ou tout simplement le mettre en prison, il l'auraient fait. Il a un discours rigoriste au niveau des valeurs, au niveau de la sécurité. Il est quelqu'un qui reste quiétiste. Et après les attentats, de Toulouse, il a même fait une vidéo dans laquelle il a dénoncé de la manière la plus radicale la violence. Un mot, Jean-Sébastien Ferjou, parce qu'on doit rendre l'antenne. Il est également membre du dialogue interreligieux à Brest, ce qui veut dire qu'il s'inscrit dans le tissu local. Ça ne veut pas dire encore une fois... Mais sur la question de la liberté d'expression... Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on accepte tout ce qu'il dit. Voilà. On a un Allez, on fait une petite pause. On est obligé, Jean-Sébastien Ferjou. On fait une petite pause et vous allez répondre on va le déchoir de sa nationalité. À Nabila Nasri. On va faire une petite pause et on en reparle. À tout de suite.